Bon, du coup, la semaine dernière, j'avais parlé de comment était née et avait évolué l'idée de régime représentatif pour devenir, du coup, la démocratie représentative, donc telle qu'on l'appelle aujourd'hui, qu'on la connaît aujourd'hui, où l'idée était que la souveraineté populaire était presque magiquement transmise à des représentants qui décidaient pour le peuple en son nom. La démocratie représentative, si elle comporte des éléments démocratiques, comme la présence de libertés fondamentales, ou la possibilité de sanctionner un représentant par des élections en ne votant plus pour lui, donc là je reprends la classification de Bernard Manin. Et donc cette démocratie est essentiellement caractérisée comme étant un régime fondé sur la sélection d'élites politiques. Et c'était d'ailleurs la volonté affichée des partisans du régime représentatif pendant les révolutions. Les révolutions américaines et françaises. Les théorisations de la démocratie représentative ont par la suite interprété le jeu électoral comme un mécanisme de marché économique dans lequel les partis sont comme des produits commerciaux que choisissent des électeurs consommateurs. Donc ça c'était dans la théorisation de la démocratie représentative au deuxième moitié du XXe siècle. Les partis politiques sont en concurrence pour attirer des consommateurs qui pourront les porter au pouvoir. On est alors dans une démocratie de marché et de communication dans laquelle l'image et l'émotion sont plus importantes que le contenu, le fond politique et la rationalité. Le politique est réduit à l'économique. Et pour certains, cela pourrait expliquer la crise de la représentation et des démocraties contemporaines. La participation politique est en baisse, il n'y a plus réellement de pluralisme des idées et des propositions politiques, les citoyens n'ont plus confiance envers les institutions, etc. Et pour répondre à ces problèmes et redynamiser la démocratie d'inspiration libérale, des auteurs comme le philosophe norvégien Jon Elster, donc on avait commencé à en parler la semaine dernière, dans un article qui s'appelle « Le marché et le forum », a écrit qu'il ne fallait pas justement confondre le marché comme outil d'organisation des biens économiques et le forum, compris comme domaine de la politique et du débat public. La confusion des deux sphères entraîne une privatisation des préférences des citoyens pour lesquels la politique est un moyen comme un autre de les satisfaire. Où ils pensent qu'à leur propre intérêt privé et plus au bien commun. Le bien commun, justement, et la rationalité des préférences sociales et politiques sont mis de côté au profit des intérêts privés et des émotions. Elster a proposé, parmi d'autres auteurs dans les années 80, une vision intermédiaire de la démocratie, influencée, je vais y venir après, par ce qu'on appelle l'éthique de la discussion d'un philosophe allemand qui s'appelle Jürgen Habermas, et je vais détailler ça après, dans la perspective, du coup, de créer ce qu'on a appelé une démocratie délibérative. Et dans cette idée-là, les préférences des citoyens, les goûts, les intérêts politiques des citoyens peuvent être transformés grâce à la discussion entre eux, une discussion publique et rationnelle. Donc l'idée fondamentale de la démocratie délibérative, c'est qu'une décision politique pourrait être considérée comme légitime, juste pour tous, si et seulement si elle est le produit d'une discussion, d'une délibération entre des citoyens considérés comme égaux. Donc voilà, c'est là le fait qu'on discute qui rend la décision à la fin politique légitime. L'idée est aussi que l'échange d'arguments raisonnés entre les citoyens peut apporter de la rationalité justement en plus à la prise de décision et qu'on ne va pas juste se fonder sur une opinion mal formulée ou mal comprise. En effet, les préférences politiques, les opinions des citoyens, peuvent s'affirmer ou au contraire être rejetées ou alors s'affiner par rapport aux arguments qui seront avancés dans la discussion. Par la délibération, les citoyens apprennent à argumenter pour justifier publiquement leurs opinions. La décision politique dans la démocratie délibérative tient donc sa légitimité non pas à partir des préférences et des opinions préalables des individus, qui du coup dans la démocratie représentative s'additionnerait dans un vote qui donnerait un résultat, avec la majorité des opinions exprimées, mais par le biais d'un processus de formation d'une volonté réfléchie et informée produite par la discussion des citoyens entre eux. Et du coup, là, ça va quand même contre les théoriciens de la démocratie représentative et de la démocratie de marché, qui ont une conception élitiste des citoyens, qui considèrent qu'ils sont irrationnels, qu'ils sont pas capables de s'occuper de politique. Donc voilà, il y a un progrès dans la démocratie délibérative, dans le sens où on va considérer que les citoyens sont capables, justement par la discussion, de devenir rationnels et de devenir des acteurs politiques à part entière. Dans la démocratie délibérative, les citoyens peuvent rationaliser leurs pensées, adopter un esprit critique et apprendre à argumenter.
puisqu'ils sont toujours confrontés justement à des arguments, dans les discussions, à critiquer, etc. Et la démocratie, et du coup, dans la démocratie délibérative, c'est pas seulement réduite à une seule action qui serait celle de voter, mais aussi à celle de discuter, de délibérer. Donc le peuple reprendrait ainsi une place légitime dans la théorie démocratique, et c'est ce qui rend encore une fois donc, la décision politique légitime, c'est qu'elle était précédée d'une délibération dans laquelle tous les points de vue et arguments ont été confrontés et discutés. Et cette discussion aussi, ça permet de créer une communauté politique qui va rendre la décision finale plus légitime aux yeux de tous, puisque du coup il y a une égalité, en tout cas sur le papier qui se crée, puisque tout le monde a été admis à discuter et à argumenter. Donc la théorie délibérative, c'est quelque chose qui n'est pas du tout né dans des milieux militants de base, mais c'est quelque chose de plutôt universitaire, et qui a été influencé par deux philosophes, donc un philosophe américain qui s'appelle John Rawls, qui a une grande influence sur la philosophie politique à la deuxième moitié du XXe siècle, et un philosophe allemand qui s'appelle Habermas, donc Jürgen Habermas. Et ces deux philosophes, ils ont deux conceptions un peu différentes de la démocratie délibérative, donc je vais y venir. Du coup, on a coutume de penser qu'il y a deux conceptions de la démocratie délibérative, donc je vais expliquer les termes. L'une est appelée procédurale, et c'est plutôt Habermas qui a cette conception-là, et l'autre, elle est appelée substantive. Donc là, je jargonne un peu, mais je vais expliquer dans le détail après. C'est plutôt associé à John Rawls. Donc là, je vais commencer par John Rawls, et puis je détaillerai beaucoup plus Habermas après, par la suite. Donc Rawls, il a écrit un livre qui s'appelle « Libéralisme politique », et dans lequel il pense que la mise en place d'une raison publique, là on va retrouver la même idée, peut rendre légitimes les décisions politiques qui concernent la manière dont la société fonctionne. Donc pour lui, la raison publique, c'est le fait que les citoyens discutent entre eux, mais ils discutent entre eux en avançant des arguments qui, pour lui, les arguments qui vont être recevables, c'est ceux dont chacun pourra penser qu'ils vont être acceptés par les autres. Donc il y a une espèce de censure en fait préalable, c'est-à-dire on peut sortir des arguments que si on pense que les autres vont pouvoir les accepter. Il faut d'abord bien réfléchir à ces arguments et ensuite les proposer. Mais si on se dit que les arguments qu'on va proposer vont forcément être rejetés, ça vaut pas le coup de les placer dans la discussion. Ça réduit le nombre de... Donc ça peut réduire un peu, propositions possibles. Voilà, donc c'est ce que je vais développer après, entre autres. Mais c'est quand même dans cette perspective pour lui que la justification des opinions et des préférences des individus peut être publique. Tout le monde est donc ainsi plus assuré de parvenir à une décision politique juste pour tous. Si on se met à la place des autres et que si on s'imagine que les arguments peuvent être bons pour tous en fait, et qu'ils vont être acceptés par les autres, en principe la décision qui sera donnée à la fin ça va faciliter le consensus. La justification publique des opinions demande à ce que les arguments avancés soient susceptibles d'être acceptés par tous. Les citoyens donc faire en sorte que leurs demandes et leurs justifications soient en mesure d'être admises et de faire consensus. Et du coup l'idée c'est vraiment de se mettre les uns à la place des autres, de s'imaginer dans la situation de personnes vraiment différentes de nous, et d'essayer de créer déjà à l'intérieur de notre esprit des arguments qui pourront être acceptés par ces gens qui sont différents de nous. L'idée c'est que les citoyens vont vraiment s'écouter entre eux et qu'ils vont pouvoir se penser à la place des autres. Donc admettons, on peut imaginer que le plus riche va se mettre à la place du plus pauvre et qui va donner un argument que le plus pauvre pourra accepter. Oui, on a le droit de rêver. Voilà, bon. Du coup, ça permet déjà de rejeter les préjugés envers autrui, de repenser leur opinion et leurs préférences politiques en prenant en compte la situation des autres. Et c'est pour ça que pour lui, on parle de version substantive de la démocratie délibérative. Donc là, explication du petit jargon. Cela signifie que les décisions politiques doivent être conformes à une sorte de substance démocratique déjà acceptée par tous. En fait, la délibération, la discussion va commencer à partir d'une base de principes qui sont déjà fondés. Ça va être sur des principes que tout le monde est susceptible d'accepter. Enfin, la liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté, enfin, différents types de libertés qui pourraient être dans une constitution politique, par exemple. Avant de discuter, on va décider de règles sur lesquelles on va tous s'accorder et sur lesquelles
bah voilà, tout le monde pourra être d'accord, et ensuite on va pouvoir réfléchir à des arguments qui pourront être acceptés par tous. Donc voilà, c'est comme s'il y avait une constitution politique qui décidait de ce qui sera acceptable ou non de discuter. Voilà, substantive en fait, c'est qu'il y a déjà une base de départ de ce qui est acceptable d'être discuté et d'être argumenté. Et que les décisions, à la fin, devront se conformer aux principes substantiels de cette constitution. Et pour Habermas, c'est un peu différent. Parce que, en fait, ils ont chacun une philosophie différente. Du coup, forcément, Habermas, lui, avant de parler de démocratie, il s'est surtout occupé de la morale. Sur la morale, c'est-à-dire ce qu'il est bon ou mauvais de faire dans la société ou dans la vie de tous les jours, quoi. Et il a pensé sa morale à partir de la communication entre les individus et à travers un fondement de la morale, à travers la discussion. Au contraire de Rawls, Habermas pense que la délibération doit seulement s'entendre comme une procédure formelle de légitimation des décisions politiques. Alors que chez Rawls, les participants à la discussion sont déjà d'accord sur ce qu'il est raisonnable ou non de traiter, Habermas considère que toute opinion doit pouvoir être avancée si elle est bien argumentée. Donc là, à l'inverse, c'est une autre conception, on peut discuter de tout, mais il faut avoir le meilleur argument possible pour appuyer. Ce qui va compter, c'est pas le fait qu'on va d'abord réfléchir à ce que les autres pourront accepter, mais on va réfléchir au fait que notre argument, il sera imparable pour les autres, en fait. Voilà. On peut discuter de tout, mais il faut être sûr d'avoir l'argument qui va convaincre les autres. Donc par la discussion et la rationalité des arguments, on en viendra de toute façon à des décisions qui plaideront en faveur du bien commun. Parce que pour que l'argument soit accepté pour les autres, il faut quand même qu'on pense aux autres. Donc il y a des différences, mais on retrouve quand même la même idée que la démocratie délibérative doit être faite en vue du bien commun. Et pour Habermas, on parle de conception procédurale de la démocratie délibérative. Procédurale parce qu'on va que s'intéresser à la procédure. Il n'y a pas de principe de base qui va déterminer la discussion, et c'est au contraire le fait qu'on discute, juste la procédure de la discussion, qui va faire que ça soit légitime. Et on pourra... Ouais. Justement, par rapport à Habermas, je trouve que ce qu'il dit, ce que me semble-t-il, c'est que, par le terme de procédure, c'est l'idée que les idées qui sont proposées, les propositions qui sont faites, doivent se tenir. C'est pas tellement qu'elles doivent être absolument victorieuses, entre guillemets, dans un débat, mais c'est qu'elles doivent avoir une structure, en quelque sorte, qui fait qu'elles tiennent en tant qu'argument, et que c'est pas simplement je te jette ça à la gueule parce que il faut avoir l'argument derrière. Et c'est un peu éviter une expression purement émotionnelle, purement émotionnelle. C'est d'aller vers quelque chose qui est construit, c'est-à-dire qu'il y a une construction, et donc du coup qu'on peut démonter par l'argument opposé, par une argumentation contraire. Moi, il me semble que c'est ce que j'ai compris d'Habermas. C'est ça. Hein. Et puis c'est pas lui, justement, il parle de rationalité communicationnelle. C'est à travers la communication qu'on va devenir rationnel, quoi. À condition que chacun se pose rationnellement. Voilà, et qu'il soit capable d'argumenter, quoi. Donc voilà, entre Habermas et Rawls, en fait, il y a des petites différences, mais globalement, on retrouve la même idée de justification des décisions politiques par la discussion. Donc substantive, procédurale. C'est donc la procédure qui est Habermas qui compte, et non des principes qui, comme chez Rawls, défendent déjà une conception de la justice particulière, une conception de ce qui doit déjà être pensé comme juste. Habermas défend donc l'idée que la démocratie délibérative doit reposer sur une conception procédurale de la souveraineté du peuple. La meilleure manière d'éclaircir cette notion de procéduralité de la légitimité démocratique, c'est encore une fois, je reviens à lui, Bernard Manin, qui a écrit un livre sur le régime représentatif, j'en ai parlé beaucoup la semaine dernière, et qui a aussi, avec Elster, dont je parlais avant, qui a été aussi un des premiers à parler de démocratie délibérative. Dans un article de 85, il écrit que la décision légitime n'est pas la volonté de tous, mais celle qui résulte de la délibération de tous. C'est donc le processus de formation des volontés, par la discussion, qui confère sa légitimité au résultat, non les volontés déjà formées. Ainsi, pour Habermas, et puis pour Manin, c'est le peuple qui discute qui est la source des décisions légitimes. Aucun autre critère que la force des arguments ne peut être utilisé en faveur de tel ou tel principe ou valeur. Et ça signifie que, du coup, si on a des bons arguments, on peut discuter de n'importe quel sujet, même ceux qui paraissent les plus
les plus risqués, ou voilà. Donc voilà, le risque qui est quand même pointé, c'est que des droits fondamentaux, des libertés de base peuvent être remis en question par les discutants. Et pour certains critiques du procéduralisme, il faudrait protéger d'avance, avant tout débat, certains droits et certains principes qui garantissent justement que la délibération et la démocratie puissent exister. Donc là, on serait plutôt chez Rawls, quoi. Enfin, Habermas pourrait répondre que ces droits et ces principes seront de toute façon protégés pour discuter, parce que pour discuter, il faut avoir le droit de discuter. Donc bon, voilà, il y a une boucle. Donc voilà, c'est des petites querelles philosophiques où chacun s'écharpe, mais au final, on a à peu près le même résultat, quoi. Et que ce serait absurde de restreindre la liberté d'expression et de discussion en utilisant la liberté d'expression et la liberté de discussion. Voilà, donc là c'est un peu les bases philosophiques de la démocratie délibérative. Après ça s'est développé avec plein d'auteurs, plein d'articles, etc. Et je vais me concentrer plutôt sur Habermas. Donc on voit déjà qu'il y a des petites difficultés dans la démocratie délibérative, notamment dans le débat du coup qui a lieu entre leurs théoriciens. Le problème n'est pas tant celui de la délibération et de ce qu'il assure que de savoir si une délibération telle qu'elle est pensée par Rawls ou Habermas est vraiment juste pour tous. Et si du coup, enfin, ce qui est important, c'est de savoir si c'est vraiment un bon outil pour penser une véritable égalité politique, une véritable émancipation politique. Et on va voir que c'est un peu plus compliqué que l'idéal que ça présente, parce que ça paraît très bien, très joli, tout le monde discute, tout le monde peut participer à la vie politique, mais au final ça peut avoir des effets pervers. Et du coup, avant de voir ça, je vais raconter un peu comment Habermas a développé justement sa théorie de la démocratie délibérative. Et pour ça, il faut repartir d'un livre qu'il a écrit en 1962, et qui est un classique en sociologie et puis en philosophie politique, qui s'appelle L'espace public. Et dans ce livre-là, L'espace public, il montre comment, pendant la Révolution française et même avant, au XVIIe siècle et ensuite au XVIIIe, les bourgeois ont créé, pour lutter contre les secrets de l'État absolu, de la monarchie absolue, ils ont créé des salons, ils ont créé des cafés, dans lesquels ils se sont mis à discuter, justement à produire une opinion publique qui a pu émerger justement pour créer des nouveaux idéaux et lutter contre la monarchie absolue à l'époque. Donc l'espace public, lui, c'est vraiment ça, c'est l'espace public bourgeois, comment l'espace public bourgeois s'est créé. Et à l'époque, c'était le lieu des discussions entre les individus qui parlent et argumentent publiquement, dans les cafés, dans les salons, de thèmes de société. Et aussi dans la presse écrite. Les premiers journaux, c'est au XVIIIe siècle. Mais ensuite, dans un livre qu'il a fait paraître au début des années 90, qui s'appelle « Droit et démocratie », il a redéveloppé cette notion d'espace public pour justement parler de démocratie délibérative. Et pour lui, l'espace public, dans le cadre de la démocratie délibérative, donc je vais le citer, c'est le socle mouvant, dont les frontières ne sont pas clairement définies, par lequel doivent se dégager les problématiques discutées dans les différentes couches de la société. Donc en gros, pour simplifier, c'est tous les espaces de discussion dans lesquels vont émerger des problématiques et qui vont pouvoir après être remontées plus haut pour faire émerger du coup des thèmes de discussion beaucoup plus généraux et ensuite pouvoir influer sur le pouvoir politique. Donc, en tant que production de l'opinion publique, l'espace public constitue la base fondamentale de la démocratie. L'opinion publique, elle est produite par la discussion des citoyens entre eux. Pour qu'il soit juste et légitime, il faut que l'espace public soit ouvert à tous, afin que les participants soient égaux. Puisque chacun a la même légitimité à parler et à se faire entendre, il faut considérer que les inégalités doivent être mises entre parenthèses le temps de la discussion. On commence à voir le problème. Oui. Donc en gros, l'espace public, il est légitime. On arrive dans un espace de discussion, je sais pas, ici, ou peu importe, un bistrot, etc., ou un café, etc. Franc-maçon. Ouais. Exactement. Et du coup, les gens vont discuter entre eux. Pourquoi pas un café avec une mixité sociale extraordinaire, où il y a des patrons, des ouvriers qui viennent. Mais ils vont discuter entre eux, mais du coup, le temps de la discussion, on va considérer que pour qu'ils soient végaux, il faut qu'ils mettent leurs inégalités de fait entre parenthèses. C'est donc en formalisant la délibération de cette manière que les participants à la discussion peuvent être considérés comme égaux. En gros, les inégalités existantes dans la société sont mises de côté le temps de la discussion. Et pour penser sa théorie délibérative, Habermas va transférer au niveau juridique et constitutionnel ce qu'il a déjà conceptualisé dans sa philosophie morale.
Donc, dans un ouvrage qu'il a écrit dans les années 80, qui s'appelle « Morale et communication », il a dégagé 2 principes qui vont fonder la moralité d'une norme, c'est-à-dire, pour le dire rapidement, d'un principe à suivre pour qu'une règle puisse être considérée comme juste. Donc il y a un principe D comme discussion. Donc il écrit « Une norme ne peut prétendre à la validité que si toutes les personnes qui peuvent être concernées sont d'accord ou pourraient l'être en tant que participants à une discussion pratique sur la validité de cette norme. » Donc pour lui, ce principe, c'est une condition absolument nécessaire pour qu'une norme soit morale. Donc il faut que, pour qu'une norme soit morale et juste, il faut qu'il y ait une discussion entre les personnes et qu'il y ait eu un consensus sur le résultat de ce qui a été décidé. Ce qui fait que du coup pour lui la morale c'est pas quelque chose qui est complètement abstrait, mais c'est quelque chose qui va émerger dans la discussion pratique des citoyens, enfin en tout cas là on n'est pas dans la politique, on est dans la morale, mais en tout cas des gens entre eux. Voilà. Donc l'accord sur la validité de la norme doit se fonder sur la force, encore une fois, du meilleur argument. C'est la personne qui apporte l'argument le plus convaincant qui va permettre à ceux et celles qui discutent de s'accorder. Là, il y a vraiment l'idée que l'argument va vraiment pouvoir, il va être frappant, il va pouvoir convaincre tout le monde, et que du coup tout le monde pourra s'accorder. Et il ajoute un autre principe qui s'appelle le principe U, qu'il appelle le principe d'universalisation, et je le cite encore, et cette phrase à chaque fois elle est tournée bizarrement, mais je le cite quand même. Donc toute norme valable doit satisfaire la condition selon laquelle les conséquences qui proviennent... Il n'y a pas beaucoup de virgule, je me répète. Toute norme valable doit satisfaire la condition selon laquelle les conséquences qui proviennent du fait que la norme a été universellement observée dans l'intention de satisfaire les intérêts de tout à chacun peuvent être acceptées par toutes les personnes concernées. Ça va ? Ouais, c'est... Bon voilà, en gros, il faut que ça soit le plus universellement possible. Il faut que la norme soit le plus universellement observée. Du coup, dans le but de satisfaire tout le monde, de manière universelle. Et du coup, là c'était dans le côté moral, et dans un livre qui s'appelle donc Droit et démocratie, il va appliquer ça au juridique. Donc il va appliquer ces 2 principes comme si on les appliquait dans des institutions politiques, en fait. Et c'est ça qui va faire pour lui sa théorie de la démocratie délibérative. Je passe un peu aussi sur l'idée que la démocratie délibérative, ça va réconcilier le libéralisme et le républicanisme. Alors pour le dire vite, le libéralisme, c'est en gros c'est la philosophie politique qui va demander des libertés fondamentales pour les individus, des libertés d'expression, de circulation, etc. Et la philosophie républicaniste, ça va plutôt postuler l'idée qu'une personne est libre que si elle participe à la vie politique. Donc en gros, il y a une conception qui est plutôt du côté du privé, des libertés générales pour le libéralisme, et pour le républicanisme, plutôt du côté de la vie publique, de la vie politique, pour laquelle on est libre que si on participe à la vie politique. Et pour lui, en fait, la démocratie délibérative, ça permet d'arrêter aux 2 théories politiques de se chamailler entre elles, parce que si on est libéraux, si on est libéraux, pour avoir des libertés fondamentales, il faut qu'elles aient été acceptées par toutes, donc il faut du républicanisme, et pour pouvoir avoir du républicanisme, il faut des libertés fondamentales pour pouvoir discuter. Donc en fait, ça se rejoint, et pour lui, ça réconcilie les 2 philosophies. Mais je passe un peu là-dessus, parce qu'il argumente vraiment pendant longtemps, et ça serait un peu hors sujet. Donc pour lui, dans la démocratie délibérative, la souveraineté du peuple est assurée à la fois par une conception libérale et républicaine, dans laquelle la morale et le droit sont réconciliés. Il veut tout réconcilier, Habermas. C'est un grand philosophe de la réconciliation. Là, je vais sortir un peu de l'abstrait un peu philosophique, pour revenir un peu à des philosophes et des penseurs qui ont pensé comment on pourrait concrètement appliquer la démocratie délibérative dans les démocraties représentatives qu'on connaît. Donc il y a 2 auteurs, il y en a un qui s'appelle Bruce Ackerman et l'autre c'est James Fishkin. Ils ont écrit un livre qui s'appelle Deliberation Day. C'est pas traduit en français, il y a un article qui est traduit en français mais pas le livre, donc c'est le jour de la délibération, dans lequel ils ont imaginé qu'un jour férié et rémunéré serait mis en place afin de laisser le temps aux citoyens de discuter avant chaque élection.
Donc chaque personne pourrait discuter avec d'autres au sein de petites assemblées qui seraient créées, des assemblées de quartier, autour des enjeux de l'élection à venir. Cela empêcherait pour Ackermann et Fishkin aux candidats de recourir à des procédés douteux puisque les électeurs se retrouveraient pour discuter en public des programmes avec attention et réflexion. Donc en gros, il y aura des citoyens de tout horizon qui mettraient leur inégalité entre parenthèses le temps de la discussion et qui discuteraient entre eux du coup pour dire ah bah tiens ce programme politique est-ce qu'il est bien, il est pas bien. Voilà, ouais, pour le coup, ouais, voilà, vous faudrait trouver des trucs, des arrangements institutionnels pour faire de la mixité sociale. Bon, on imagine dans l'idéal qu'il y aurait plein de mixité sociale. Donc l'idée, c'est que les citoyens seraient mieux informés par les échanges, que leur opinion avant de voter serait plus rationnelle, et surtout que tous seraient plus investis pour des questions qui concernent le bien commun. En gros, c'est pour éviter que, un peu la caricature du votant qui va dans l'isoloir et qui ne pense qu'à lui-même, et qui, du coup, au contraire, est-ce qu'il y a une délibération avant, une discussion entre les citoyens. Ils vont pas décider de ce qui sera dans les programmes, mais comme ils ont discuté, ils auront rencontré d'autres points de vue, ils ont réfléchi, peut-être que leur opinion n'est pas si bonne que ça, enfin, voilà. Et avant ça, il y a James Fishkin qui a pensé à un autre moyen pour montrer comment ça pourrait fonctionner dans les démocraties existantes, et pour le coup, là il l'a vraiment fait. La journée de la délibération, faire une journée rémunérée pour tout le monde, ça serait peut-être un peu compliqué. Et voilà. Enfin, c'est voilà, bref. Et là, il a créé ce qu'il a appelé les sondages délibératifs. Et là, pour le coup, ça s'est vraiment fait et ça se fait encore. Le sondage délibératif fonctionne comme un sondage classique en utilisant un échantillon représentatif de la population. Mais la différence, c'est qu'au lieu que les personnes interrogées répondent à un questionnaire par téléphone ou dans la rue, enfin, ou que sais-je, de manière spontanée, les personnes vont débattre avant de répondre aux questions. Donc Fishkin, il écrit dans un article, ceci: « Prenez un échantillon national représentatif de l'électorat et rassemblez ces personnes venues de tout le pays dans un même lieu. Plongez cet échantillon dans le thème en question avec un matériel informatif soigneusement équilibré, avec des discussions intensives en petits groupes, avec la possibilité d'auditionner des experts et des responsables politiques ayant des opinions opposées. À l'issue de plusieurs jours de travail en face à face, sondez les participants de façon détaillée. Le résultat offre une représentation du jugement éclairé du public. » Donc là encore, on est encore dans l'idée que on va rationaliser les citoyens qui vont avoir une opinion beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus réfléchie. Donc le sondage délibératif aboutit à une réflexion éclairée, idéalement, sur un sujet, au lieu de recueillir une opinion qui n'est pas informée et qui est souvent formatée. Et puis on voit aussi comment les sondages, rien que la manière dont les questions sont posées, peuvent influer sur la réponse du sondé. Donc là, ça permettrait de justement, dans un sondage représentatif, dans un sondage délibératif, les citoyens vont peut-être pouvoir aussi réfléchir aux questions. Et de la même manière, on n'aura pas une simple addition de préférences politiques, mais bien une émulation de plusieurs points de vue de ceux qui auront discuté. Et du coup, il y a vraiment il en existe encore. Hein. Et la première expérience de sondage délibératif, ça a eu lieu à Manchester en 1994, où 300 personnes ont été sélectionnées. Et le sujet, ça portait sur la criminalité et la prison. Et il y a même eu une émission sur Channel 4, je crois, voilà, enfin, c'était vraiment quelque chose qui a été... les personnes ont été payées pour faire ça, enfin, c'est vraiment comment dire, une expérience de grande ampleur qui a été faite, quoi. Donc ces personnes ont participé à des débats, à des discussions pendant quelques jours, elles ont été nourries, logées, payées. Ces personnes ont discuté entre elles, rencontré des experts sur la question de la criminalité de la prison, des policiers, des avocats, des détenus, des universitaires. Ils ont aussi rencontré des représentants des principaux partis politiques anglais, les travaillistes, les conservateurs, etc. Et enfin, ils ont répondu au questionnaire, un questionnaire qui leur avait déjà été proposé avant qu'ils fassent le sondage, pour qu'on puisse comparer leurs réponses. Enfin, on a ainsi pu comparer du coup les réponses du premier questionnaire avant discussion avec celles du questionnaire après discussion entre les personnes et puis les échanges avec les experts. Et du coup, on a quand même pu noter une certaine évolution dans les opinions des personnes, et on a pu voir que la prison, c'était considéré comme quelque chose de très efficace par les personnes avant qu'ils discutent, et quelque chose de moins efficace
une fois que les gens se sont rendus compte que comment fonctionnait la prison, et voilà. Donc une fois que les gens ont discuté entre eux et qu'ils ont pu rationaliser leur opinion, ils ont pu y avoir une évolution. J'ai pas noté les chiffres, mais je crois que il y avait 60 personnes qui considéraient que la prison c'était un moyen très efficace de prévenir la délinquance et la criminalité. Et une fois les délibérations, les échanges et tout, il y avait plus de 45 personnes. Enfin, 45%, pardon, des personnes qui considéraient que la prison était encore moins efficace. Donc il y a quand même à peu près 15 points de moins. Ils ont fait le truc sur la peine de mort aussi. Par contre, sur la peine de mort, étrangement, il y avait autant de gens qui étaient convaincus par la peine de mort. Donc peut-être que c'est un sujet qui est plus, je sais pas, peut-être des valeurs beaucoup plus conservatrices, les gens qui sont pour la peine de mort et qui ont du mal à changer d'opinion. Donc, sur la peine de mort, ça n'a pas changé grand-chose, mais sur la prison, il y a quand même une évolution. Donc le fait de mieux connaître le sujet et de rencontrer ces différentes parties prenantes a permis d'avoir une opinion plus informée et du coup peut-être plus nuancée. Il y a des auteurs qui ont continué à développer, enfin Fishkin aussi là-dessus, et ils ont imaginé que du coup des citoyens participant à un sondage délibératif pourraient être tirés au sort, notamment du coup dans le cadre d'une journée de la délibération, en mélangeant un peu les propositions. Ce qui fait que si on mélange le tirage au sort, la discussion avec l'élection, en fait on retrouverait le tirage au sort qui est un élément démocratique, enfin qui était l'élément démocratique depuis l'Antiquité pour la démocratie, avec l'élection qui a que, comme on a vu la semaine dernière, sa connotation démocratique que depuis 100 ans en fait, quoi. Alors que l'élection avant c'était quelque chose d'oligarchique, d'aristocratique. Voilà. Donc ça c'est un peu pour les propositions concrètes qui ont été faites du coup pour concrétiser les débats philosophiques sur la démocratie délibérative. Donc on vient de le voir dans les grandes lignes, l'idée de démocratie délibérative peut être prometteuse pour améliorer, en tout cas rendre un peu meilleure la démocratie représentative, voilà. Mais évidemment ça n'a pas été sans subir de nombreuses critiques, et du coup on sent que voilà, il y avait une certaine tension, notamment avec la mise entre parenthèses des inégalités. Donc il y a je vais citer deux philosophes, Iris Marion Young et Melissa Williams, mais voilà, il y a plein d'autres auteurs qui se sont penchés sur la question, qui ont fait à peu près les mêmes critiques. Donc la philosophe américaine Iris Marion Young met notamment le doigt sur ce qui pèche dans l'ambition démocratique et égalitaire de la démocratie délibérative. Elle écrit que les théoriciens de la délibération tendent à supposer que la mise entre parenthèses des rapports de pouvoir politiques et économiques est suffisante pour rendre les participants égaux. Ils sont un peu naïfs quand même. Elle écrit cette présupposition occulte le fait que le pouvoir social qui peut empêcher des gens d'être égaux en tant que participants au débat ne dérive pas seulement de la dépendance économique ou de la domination politique, mais aussi d'un sens intériorisé du droit que chacun a de parler ou non, de la dévalorisation que chacun a de parler ou non, de la dévalorisation de la manière de parler de certains et de la promotion de celle des autres. La théorie délibérative a donc le tort inconscient de se considérer comme neutre et universelle, alors qu'en fait, elle est socialement et historiquement située dans un ensemble de normes dominantes et élitistes. Et du coup, bien loin de promouvoir une égalité politique, une véritable inclusion politique pour tout le monde, en fait, la démocratie politique, ça aboutit à l'exclusion des groupes. La démocratie délibérative, aboutit, du coup, à cause de cet aspect trop formaliste, à l'exclusion des groupes et des individus dominés. Il faut donc viser une véritable égalité politique qu'on peut définir par l'égale possibilité pour tous les citoyens et individus de participer à la sphère politique et à l'élaboration des décisions qui ont rapport avec le bien commun. En ce sens, il s'agit de lutter contre l'inégalité politique qui se traduit par des différences d'influence et qui s'exercent du coup entre la majorité sociale et économique dominante et les minorités sociales dominées. L'autonomie politique demande à ce que ces minorités peuvent réellement apporter leur voix, exprimer leur point de vue, et que surtout leur voix soit entendue. Donc là, dans l'idée de la démocratie délibérative, comme je le disais, c'est normalement on devrait avoir ça. Et pour le coup, on va voir que c'est pas du tout le cas, comme le dit déjà Iris Marion. Cette ambition, on l'a retrouvée déjà chez Habermas dans la notion d'espace public, puisque pour lui c'est un socle nécessaire à la vie démocratique. Il serait l'espace dans lequel les problématiques sociales seraient discutées et idéalement mises à l'agenda politique. Si
on peut pas mettre les inégalités entre parenthèses le temps de discussion, forcément elles vont se retrouver dans la discussion, dans le fait que les personnes les plus dominées vont se censurer par exemple pour discuter de certains sujets, ou se sentir moins légitimes. Et c'est aussi ce que dit une autre philosophe américaine qui s'appelle Nancy Fraser, et qui pense que qui a été une des premières critiques d'Habermas, qui pense que du coup sa conception de l'espace public est trop unifiée, et qu'elle n'intègre pas la possibilité d'existence d'autres espaces publics, qui sont, qu'elle appelle oppositionnels ou minoritaires. On peut dire qu'un espace public majoritaire, ça serait les cafés à Paris ou les émissions télé avec BHL. Là, on pourrait dire qu'ici, c'est un espace public minoritaire, par exemple, ou oppositionnel, parce qu'on s'oppose à ces autres espaces publics. Comme elle le souligne, il est important de rappeler que le sous-titre du livre de l'espace public d'Habermas, c'est « Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise ». Voilà, pour lui, Habermas était retrouvé comment la publicité, c'est le fait que ce soit public, comment la publicité, du coup, le fait que les arguments, les opinions soient donnés publiquement, avait constitué la société bourgeoise de l'époque. Donc si l'objectif d'Habermas est de proposer un nouveau type d'espace public, capable de redonner à la démocratie un caractère vigoureux, critique et accessible à tous, il échoue, selon Fraser, en demeurant dans le contexte d'un monde libéral, d'un modèle libéral déjà établi. Et juste d'autres travaux ont montré que l'espace public, qui était pensé comme idéalement pensé comme universel et ouvert, en sociologie, en histoire sociale, ils ont montré que cet espace public était vraiment bourgeois, exclusif, qu'il était uniquement masculin, blanc, et donc que les femmes, les non-blancs, que la classe ouvrière étaient volontairement mises à l'écart. Donc que la création de l'espace public bourgeois, ça a été aussi un espace public excluant, et volontairement excluant. Mais que quand cet espace public dominant s'est créé, il y a eu des espaces publics minoritaires qui se sont créés, comme le mouvement des suffragettes par exemple, au début du XXe siècle, ou encore des organisations noires américaines pour lutter contre l'obtention des droits civiques. Ils ont trouvé leur propre créneau de discussion et ils ont fait émerger de manière minoritaire leur lutte pour les mettre ensuite devant de la scène. Ces espaces publics sont parfois dits subalternes ou faibles, et c'est des lieux de contestation contre un espace public dominant, qui, comme l'explique Fraser, possède seul le droit à la décision dans une démocratie représentative bourgeoise. L'objectif, ce serait alors de reconstruire un espace public et de se diriger vers la possibilité d'un espace public post-bourgeois. Donc là, c'est le vocabulaire qu'elle utilise justement pour avoir un espace public beaucoup plus inclusif. Ou de rendre légitime une multiplicité d'espaces publics. Il s'agit donc de penser l'inclusion politique des minorités économiques et sociales, ou sociales au niveau économique, sexuel, racial, etc. Et du coup, Nancy Fraser, elle a proposé quatre propositions justement pour lutter contre la pensée d'Habermas. C'est l'idée que, on l'a déjà vu, l'inégalité sociale corrompt la délibération publique dans les sociétés capitalistes. Il faut montrer comment l'inégalité affecte les relations entre les publics, comment les publics sont segmentés et ont un pouvoir très différent les uns des autres, et comment certains sont enclavés ou subordonnés aux autres contre leur volonté. Il faut prendre en compte en plus que des intérêts qui sont jugés comme privés par les dominants sont en réalité des problèmes qui concernent le bien public. Donc là, un exemple classique, c'est dans la pensée féministe des années 70, c'est de montrer comment, en plus c'est d'actualité, comment les violences faites aux femmes au sein du couple, qui paraissent être des problèmes privés, en fait, sont des problèmes qui concernent le bien commun. C'est aussi la question de la double journée de travail. Des femmes actives donc, qui s'occupent à la maison, seules des enfants ou des tâches domestiques. Voilà, c'est le slogan féministe, le privé politique. Du coup, dans un même ordre d'idées, et de manière très critique envers la démocratie délibérative, il y a une politiste américaine qui s'appelle Lynn Sanders, qui a qualifié la démocratie délibérative en fait d'antidémocratique et de conservatrice. Puisque au final, la démocratie délibérative ne ferait que reproduire les inégalités sociales et les inégalités politiques. Alors pour essayer d'améliorer un peu la démocratie délibérative, un peu contre les critiques, et du coup en insistant sur le fait que la délibération est toujours culturellement biaisée, et qu'elle tend à favoriser les individus ou les groupes dominants, et que le fait de mettre entre parenthèses, de considérer que la discussion va être égale si on met entre parenthèses les inégalités existantes, que c'est complètement hypocrite, et que le modèle délibératif est masculin, bourgeois, élitiste et exclusif,
Donc là, c'est Iris Marine Young dit bien aussi en plus que la prise de parole, elle va être toujours faite sur un mode de l'affirmation, de la confrontation, c'est-à-dire des modes d'expression qui sont jugés culturellement comme masculins. Elle note aussi que les citoyens les plus riches et qui sont le plus souvent blancs et le plus masculins se considèrent comme le plus légitimes pour prendre la parole. Là, ça reprend un peu des analyses de la notion d'habitus chez Bourdieu, c'est-à-dire de comportements sociaux qu'on intègre de manière inconsciente et qui reproduit en fait des effets de domination entre les groupes. Par exemple, si on est plus pauvre, on va avoir beaucoup plus tendance de manière inconsciente à se censurer devant quelqu'un qu'on va considérer comme plus puissant. Donc forcément, si on met ces deux personnes dans une discussion et qu'on les considère comme égales, ce qui va en ressortir, ça va plutôt profiter à la personne un peu plus puissante, puisque la personne la plus pauvre aura eu tendance à se censurer. Et ça va jouer pour tous les groupes dominés, en tout cas dans l'idée de l'habitus de Bourdieu, et puis dans ce que dit Jung aussi. C'est-à-dire, donc, comme je disais, que les plus faibles n'osent guère s'exprimer dès lors qu'ils ont adopté, presque inconsciemment, une position de dominée. Donc la délibération, aussi, pour Jung, favorise une prise de parole dépassionnée, désincarnée, qu'on associe traditionnellement aux hommes. C'est les hommes qui seraient rationnels, et pas les femmes, etc. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, dans la délibération, c'est pareil, encore une fois, si on considère comme entre parenthèses, on va oublier que, voilà, il y a des effets sociaux qu'on retrouve tout le temps, quoi. Ce qui fait que, de manière inconsciente, on va considérer ces discours-là, ces discours dépassionnés, désincarnés, comme plus légitimes en fait. Et donc, on va avoir tendance à les accepter plutôt que d'autres, dans lesquels les sentiments ou les émotions seraient apparus, par exemple. Donc, elle propose de remplacer la démocratie délibérative par une démocratie communicative. Et la démocratie communicative, en fait, on va intégrer d'autres modes d'expression, comme le fait de se saluer. On retrouve la salutation, en fait, ça va être le fait de retrouver des choses qui appartiennent qu'à certains groupes, en fait. De pouvoir utiliser le récit, de pouvoir utiliser la rhétorique, de pouvoir utiliser des émotions. C'est pas pour autant qu'on va dérationaliser, en fait, la discussion, mais ça va permettre d'aider les autres personnes à pouvoir se mettre à leur place. En racontant une histoire, on va pouvoir imaginer que les personnes qui ne se sentent pas concernées par quelque chose, en écoutant cette histoire, vont se sentir touchées, et du coup pouvoir être convaincus après par des arguments qu'on va considérer comme plus rationnels. Et pour elle, du coup, l'extension de la délibération à des modes de communication autres permettrait de garantir, dans une mesure plus large, la pluralité des groupes et des points de vue. Du coup, le fait qu'il y ait des citoyens de plus en plus différents et des modes de communication différents, ça permettrait d'avoir une véritable démocratisation. Et c'est aussi l'argument d'une autre politologue qui s'appelle Melissa Williams, qui dans un article dit que la délibération a un intérêt dans la confrontation des différences. Le pluralisme des intérêts économiques, culturels et sociaux permet de gagner une perspective globale sur des problèmes qu'un individu seul, isolé dans sa culture sociale, ne pourrait y avoir. Il y a donc un intérêt à intégrer dans la délibération les groupes marginalisés. Mais évidemment, cela ne dit rien sur les effets de domination qui persistent entre les groupes dominants socio-économiquement et les groupes dominés. C'est pourquoi, dans le cadre de la démocratie délibérative, la promotion d'une délibération égalitaire ne peut être faite qu'à partir d'une mobilisation importante des groupes marginalisés, et dans le cadre d'institutions spécifiques. Du coup, il faut que les groupes marginalisés se constituent et ensuite viennent lutter justement pour pouvoir être entendus. Donc exercer une pression sur les groupes privilégiés qui pourrait les conduire du coup à coopérer sur un mode délibératif avec les groupes moins privilégiés. Donc Melissa Williams écrit dans ce sens que les groupes privilégiés, et là on retrouve une certaine naïveté encore une fois, doivent considérer les raisons des groupes marginalisés comme des raisons qui soutiennent une décision collective. Du coup, en gros, il faut que les minoritaires réussissent à convaincre les groupes dominants de les écouter. Voilà. Donc on critique la démocratie délibérative, mais on retombe un peu sur des travers un peu... Mais pour eux, pour elles, en fait, pour ces philosophes-là, ils vont réussir à les convaincre, ces dominants, en proposant des discours alternatifs. Par exemple, en racontant des histoires, en utilisant d'autres modes de communication, enfin voilà, pour pouvoir toucher les plus dominants, quoi. Donc qui permettrait du coup de faire comprendre le point de vue des minorités aux groupes favorisés.
Mais là, c'est plus elle qui parle, mais on pourrait du coup aller plus loin, que ces discours internes à la théorie libérale de la démocratie aient insisté sur la nécessité de créer de véritables conditions sociales et politiques d'une égalité sociale et économique qui puissent véritablement assurer l'égalité politique. Car le problème est bien là, même si les dominants sont d'accord pour écouter de temps en temps les dominés, il reste qu'il y a de la domination sociale, qu'elle soit fondée sur la classe, le sexe, le genre, la couleur de peau, le handicap et autres. L'émancipation politique implique donc l'émancipation sociale et économique. Voilà, Depuis le début, en fait, je raconte des choses que on a complètement oublié, des choses, alors que ça, c'est le truc basique que depuis les anarchistes et puis Marx, dans les années 1840, savait déjà que pour avoir l'émancipation politique, il faut l'émancipation sociale et il faut l'émancipation économique. Donc la démocratie délibérative, en cherchant à faire bien, ne fait pas mieux que ce qu'elle critique, et on revient au terme classique de la domination politique et sociale. Alors en essayant de la sauver un peu, on peut dire qu'elle a toutefois le mérite de rappeler des choses fondamentales pour la participation politique, et notamment l'exigence que tout le monde puisse, en principe, avoir sa voix entendue et prise en compte. Mais ces idéaux n'ont de sens pour nous que si on les débarrasse de leur ancrage actuel et du régime politique élitiste qui prend place, qui plus est dans une société dominée par le capitalisme. Les critiques de la démocratie délibérative, pour finir, peuvent également être utiles quand même pour tout ce qui lui ressemble à la démocratie délibérative dans des instances de démocratie directe, par exemple, au sein de mouvements radicaux. Parce que parfois aussi, au sein des mouvements radicaux, on oublie qu'il y a de la domination sociale, qu'il y a du racisme, qu'il y a du sexisme, et qu'on peut retrouver ces dominations là où on ne les attend pas forcément. Il faut penser la démocratie, du coup, comme un véritable moyen d'émancipation, et pas comme une fin en soi, pas comme une fin en soi qui pourrait au final nuire à cette émancipation. Que voudrait une démocratie, même directe, dans laquelle l'extrême droite aurait continuellement voix au chapitre et pourrait voir ses positions adoptées. Puisque du coup, voilà, ça nuirait à l'émancipation. Il reste donc à aller chercher des moyens, peut-être plus radicaux, de changer au mieux la démocratie, pour penser l'émancipation sociale de tous, et inversement. Et du coup, c'est ce qu'on verra les 2 prochaines séances. Voilà. On parle plus du tout de rapport de force, on parle pas d'individu. Non, pas du tout. C'est totalement idéaliste en fait. Enfin, il est formel et procédural, blablabla. C'est la procédure qui compte, mais dans la procédure, on oublie complètement qu'il y a quelque chose. C'est reculé que le groupe philosophique. Bah ouais, là pour le coup, mais c'est en gros, c'est né un peu dans les années 80. Ça a eu beaucoup de succès dans les années 90. Il y a eu les critiques en même temps, et puis depuis, on sait que voilà, c'est pas foufou. Quoi. Mais en tout cas, ouais, ça a été un truc Enfin, j'ai fait mon mémoire dessus, du coup, à la fac. Et voilà, c'était super à la mode. Ouais, il y a un côté. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais, waouh, c'est vachement bien. Et puis après, on va voir. Il y a un côté humaniste et tout. Après, dans l'idée. Après, quand tu te rends compte que pour avancer un argument, quand t'as la dalle, c'est plus compliqué. Quand tu en face, il a 300 mots de vocabulaire que toi, t'en as 70, c'est aussi vachement plus compliqué. Et du coup, pour parler de la représentation, justement, il y en a qui ont essayé de sauver la démocratie délibérative en réutilisant la représentation, en disant que, en fait, ce qui va faire la délibération, ce sera que, justement, des représentants se fassent, comme je disais la semaine dernière, les avocats des plus défavorisés, et qui, eux, discutent, et que ce soit eux qui apportent les arguments. Comme si c'était des avocats, en fait, dans un tribunal, pour les défendre, quoi. Eux-mêmes ont leurs intérêts propres. Mais du coup, on retombe sur un effet pervers, ce qui fait que les plus dominés ont leur voix... certes, on se fait les avocats d'eux-mêmes, mais c'est un peu paternaliste, quoi. C'est pas eux qui décident, quoi. Et cette traduction-là, elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire, on oublie la culture même des gens qui n'ont pas cette parole, qui sont totalement. Et puis surtout, si on continue à se faire les avocats, on les empêche de pouvoir s'émanciper, justement, socialement. On reste dans un statu quo, quoi. De cette approche-là, c'est l'utilisation qui en a été faite dans plein de domaines, qui ne sont pas forcément des domaines purement politiques. Ouais. Je pense que dans un certain nombre de lieux, de groupes, de travail, etc., cette idée qu'on pouvait raisonnablement discuter, exposer des arguments, etc., c'est quand même... Enfin, moi, je pense à après 68 et avant 68, si tu veux, il y a eu quelque chose qui a évolué dans ce sens-là, d'une possibilité que tout le monde puisse discuter. Même y compris dans des lieux où, théoriquement, tout le monde discutait. La fac, par exemple. Bon, dans la fac, en 66,
il y avait seulement 6% d'une classe d'âge qui rentrait en fac. Hein, donc ça voulait dire, c'était théoriquement les cadors de l'enseignement général. Et puis c'était pas les couches populaires, quoi. Et ben, même dans cet espace-là, il n'y avait pas du tout égalité dans le débat. Et après 68, alors je ne dis pas que ça s'est fait partout et que ça a été, mais ça a permis quand même quelque chose de cet ordre-là qui s'est mis en mouvement, qui s'est. Moi, j'ai trouvé qu'à cette période-là, il y avait quand même autre chose justement que la représentation. Ouais. Il y avait une possibilité de débattre directement. Et moi, je repense à ça parce que je suis rentré en politique par une situation assez amusante. On se fait matraquer la gueule par les flics dehors. Hein. L'île était quadrillée en décembre 68. De Gaulle avait décidé que les monums étudiants n'auraient pas lieu à Lille. C'était une tradition extrêmement ancrée chez les étudiants lillois. La Saint-Nicolas, c'était un défoulement général avec de la farine et des œufs sur la gueule des gens qui passaient. Un peu bordel. Et bien entendu, après 68, ça prenait une autre tournure. Ouais. Donc la ville était quadrillée, il y avait 3000 CRS. Les œufs étaient carrés. Et donc on sortait d'un café, moi j'avais... Bon, j'étais à l'UNEF, j'avais très peu milité, j'étais plus marqué par le militantisme chrétien antérieurement. Et donc on se fait vraiment matraquer la gueule à la sortie d'un café, alors que franchement il n'y avait rien, parce qu'on n'avait pas le droit d'être plus de 2 personnes dans la rue. Ah oui, d'accord. Le rassemblement de plus de 2 personnes... C'était pas la loi Le Chapelier. Et on devait être 7 ou 8 à sortir du même café au même moment. Donc on se précipite dans une fac de sociaux à Lille, et on était en colère, on était complètement retourné aussi par ce qui venait de nous arriver, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et donc on se retrouve dans cette fac, alors il y avait des étudiants partout, et comme des cons, nous on se dit on va leur dire ce qui se passe dehors, quoi. Donc on demande la parole, et il y a un type qui était sur l'estrade, quoi. Au moment où je lève le bras puis que je vais pour prendre la parole, le mec il me dit « T'as lu Marx ?» Alors moi je dis non, franchement, je savais vaguement qui c'était, comme tout le monde. Un barbu, quoi. Il dit alors ferme ta gueule. Bon, ça a été l'entrée, c'est comme ça que je suis rentré. Ouais, mais ça ce genre de discours existe toujours. Et donc j'ai quitté cette assemblée pour aller dans une autre, parce qu'il y avait plein de monde dans la fac, et on s'est retrouvé avec qui? Les Mao. Et c'était très sympa. T'as lu Mao? J'y ai passé. Oui, cette fois-ci oui. Non, mais c'est important parce que ça montre bien comment, dans cet autre espace, qui est un espace de discussion, je ne vais pas le féliciter, mais ça a été un espace de discussion, alors que le précédent, c'était vraiment la représentation, c'est-à-dire celui qui était à la tribune était le seul autorisé et il était délégué de toute l'Assemblée pour prendre la parole et pour faire taire les gens qui étaient indisposés. Je ne se connaissais pas, c'est quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. Puis lui, il ne me connaissait pas non plus. Après on s'est connus. D'accord. Un peu violemment. Ah ouais, bah ouais, j'imagine. Ça commençait pas très bien. Mais bon, voilà, comme quoi une incidence s'est faite quand même autour de la possibilité de discuter, de débattre, etc. Même si après j'ai été pris tout à fait dans le truc d'être sur une seule idée, enfermé, etc. Mais bon, le fait comme ça de censurer un discours qui n'est pas celui qui est attendu, moi j'ai connu ça, y compris dans le milieu libertaire. Les premières interventions que j'ai faites dans un congrès de la Fédération anarchiste, au micro, on m'a répondu oui, on n'est pas là pour écouter les états d'âme. Ouais, voilà. C'est marrant parce qu'on retrouve un peu l'idée qu'il y a des discours qui sont acceptables et pas d'autres. Ça c'est légitime, ça. Voilà. Et dans émotionnel, hystérique. Putain. Ouais, non, mais comme. Du coup, tu es parti de... Ah non, je lui ai dit descendre de la tribune qu'il n'avait rien à y faire pour intervenir comme ça. Donc il ferait mieux de laisser son poste et puis d'aller dans la salle parce qu'il est là pour favoriser le discours et pas pour, pas pour censurer, que moi j'ai vécu son intervention comme une censure. Et d'ailleurs, il s'est levé et il s'est fait remplacer.
Ce qui fait que c'est devenu un très bon ami après. D'accord. Donc je tairai son nom puisque c'est un ami. Des pratiques comme la sociocratie, ça se rapproche de la... Enfin, on peut la classer on peut les classer plutôt dans la démocratie délibérative ou pas? Finalement, c'est de susciter des discussions quand il y a un problème. Voilà, il y a un problème ici. Ouais, ça pourrait rentrer dedans. C'est un peu ça. L'inspiration, elle est là. Oui. Ouais. Sauf que là, l'idée pour eux, c'était de justifier ça philosophiquement. Donc Habermas, c'est même depuis, ça serait au niveau de l'humain, pour lui, c'est un être de langage, et du coup, tout est créé dans le langage, la morale, et du coup, la politique aussi. Et du coup, c'est dans le langage qu'on va légitimer la décision politique, quoi. Mais on Ça, dans revient l'absolu, toujours pourquoi à pas. une sorte Sur la main de de fonctionnement qui ramène tout à... Il faut absolument que ça débouche sur un consensus. Alors que bon, moi, ça serait intéressant que, au niveau d'une discussion, on parte d'emblée sur la possibilité qu'on ne se mette pas d'accord. Ça, c'est la semaine prochaine, ça. Et 10 expressions différentes qui sont aussi respectables les unes que les autres. On n'a pas besoin de faire consensus dans la société. Ce serait triste. Justement, le truc de la démocratie agonistique, c'est de dire que la véritable démocratie, elle est radicale dans le sens où c'est des opinions vraiment contradictoires qui vont se confronter, quoi. Qu'on va pas partir à discuter sur la couleur du... voilà, ou je sais pas quoi, que pour les bancs de l'école, si on les veut rouge ou vert, est-ce que c'est vraiment de la démocratie Mais en même temps... Mais qu'il faut vraiment des confrontations entre des propositions politiques différentes. C'est un peu pour moi nier le conflit, alors que moi je souhaite le conflit. Il peut y avoir un conflit sans violence. L'intérêt, justement, c'est que tout soit ramené à des conflits. Parce que c'est les conflits qui permettent de confronter les antagonismes. Et c'est ça qui fait évoluer, parce que selon les rapports de force, encore un mot qui... Eh bien, la vie c'est un balancier, mais on s'aperçoit toujours que c'est un balancier qui... Mais ça se fait sans imposer des choses à des individus qui ne le souhaitent pas. Et on laisse le temps aux individus de prendre conscience C'est pour ça que dans les milieux libertaires, le respect des minorités, ça part de ça. C'est-à-dire que les minoritaires ne vont pas bloquer quelque chose, mais on parle de majorité pour se faire comprendre, mais ça, c'est pas ces mots-là qu'on utilise, mais l'idée portée par un certain nombre de compagnes et compagnons, eh bien, elle va être... si elle n'oblige pas les gens qui ne sont pas d'accord à le faire, eh bien, elle va passer parce qu'elle sera portée par les gens qui sont d'accord avec cette idée-là. Et après, les gens qui n'étaient pas d'accord, ils peuvent se rendre compte que les angoisses qu'ils avaient eues par rapport à leur argumentaire, ça s'est avéré faux et nul et non avenu. Et ils peuvent changer dire, voilà, on a eu tort, et finalement vous aviez raison, et ça pose pas de... Là, c'est... Tu parlais tout à l'heure des différentes expérimentations entre guillemets de démocratie délibérative qu'il y a eu en Angleterre, et j'ai eu l'impression, alors peut-être j'ai pas compris justement, à chaque fois il y avait une dose de représentativité dedans ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois en fait la démocratie délibérative c'est un peu genre une rustine à la représentative, qu'elle vient la compléter, etc. Mais est-ce qu'elle peut exister indépendamment? Pour le coup, les sondages représentatifs, délibératifs, voilà, c'est... La journée était longue. Les sondages délibératifs, c'est vraiment prendre un échantillon représentatif, donc on va... représentatif dans le sens représentatif de la sociologie, comme dans les sondages classiques en fait. Donc il n'y a pas de représentants, c'est vraiment les gens qui discutent entre eux. Il est genre Habermas, machin, propose pas un truc qui sous-entend qu'il y a quand même une partie de représentativité. Le but, c'est vraiment que... alors, pour Habermas, dans son... Alors, droit à la démocratie, c'est un gros pavé, c'est horrible. Enfin, voilà. Et du coup, il décrit un peu comment ça pourrait se passer institutionnellement, et... Enfin, il le fait pas vraiment, mais c'est extrêmement décevant, parce que c'est tout idéal au début et tout. Et en fait, pour lui, les gens se rencontreraient, discuteraient,
Mais s'il n'y aura pas d'institution spécifique, en fait, ça ferait... Il y a un journaliste qui serait là, et puis il entendrait, et bah, il discuterait ensuite dans les journaux d'un truc qui émergerait. Et puis ensuite, pour lui, ça ferait un pouvoir communicationnel qui viendrait influencer en fait, les représentants des gens en place. Donc en fait, c'est ce qui pourrait se passer déjà un peu actuellement. Par exemple, les violences faites aux femmes, bon là c'est un sujet qui est porteur. Très aléatoire. En fait. Ouais, et puis bon bah voilà, il y a des groupes de femmes qui ont discuté entre elles de ces violences-là. Hop, ça apparaît dans les médias, hop, et puis c'est discuté par Marlène Schiappa et Macron, et du coup, voilà, c'est la démocratie délibérative. Ça ressemble un peu à ça, Habermas. Les grands débats, la façon dont les grands débats ont été initiés, là... Bah ouais, ça serait ça. Mais après, il serait quand même déçu, j'imagine, Habermas, en voyant qu'il n'y a pas de résultat et tout, quoi. Mais c'est un peu... voilà, c'est un peu décevant quand on lit que... Parce que lui, il parle de démocratie radicale, quand même, donc voilà. Donc on lit un pavé, puis c'est très idéaliste, et puis à la fin, on se rend compte que... Finalement, c'est ce qui se passe déjà un peu. Il y a des médias, il y a des machins. Voilà. C'est la réflexion que je me disais. Et surtout, ça... Ouais, puis ça correspond aussi à une époque, hein, Habermas, ouais. aussi au moment où cette question de la communication prend la place. Bah, le ton bouquin, c'est les années 60, ça, et puis les théories de la guerre communicationnelle, c'est les années 70. Ensuite, il intègre ça à la morale, c'est les années 80. Puis ensuite, à la démocratie, les années 90. Là, je crois qu'il a 93 ans, tout comme ça. Il est vivant, toujours. C'est le dernier, ouais, un des derniers grands philosophes connus qui est encore vivant. Il est né en 29, donc il a 90. Ouais. Et du coup, lui, c'est un héritier de l'école de Francfort. Donc Adorno, Horkheimer, qui était beaucoup plus radical comme marxiste. Enfin, c'était des marxismes pas vraiment orthodoxes. Hein. Ils étaient, voilà. C'était, mais il a un peu déradicalisé tout ça, quoi.